Bienvenue dans le projet Sport pour toutes, tous pour le sport, lors de la semaine de l'égalité. Donc ici, on est sur un podcast. C'est un projet mené par Madame Puillet que nous avons avec nous et avec sa classe des 1G3. Donc aujourd'hui, nous avons Ise pour poser les questions à notre invité, Géraud Payot, et donc dans les podcasts de grands sportifs. Donc je laisse la parole aux, aux intervieweurs. Bonjour Géraud, pouvez-vous vous présenter en quelques mots et si vous l'acceptez, présenter aussi le handicap dont vous êtes porteur? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Géraud Payot, j'ai 54 ans et j'ai une sclérose en plaques, j'ai une sclérose en plaques qui est une maladie dégénérative du cerveau et de la moelle épinière. Et donc, la gaine de protection autour de nos nerfs s'abîme. Et donc, il y a un certain nombre de handicaps qu'on va appeler des handicaps visibles, comme des troubles à la marche, se déplacer avec une canne ou en fauteuil, ou des difficultés aussi éventuellement d'élocution. Et puis aussi, il y a beaucoup de handicaps invisibles. Ça peut toucher n'importe quelle fonction du corps. Donc, ça peut toucher le fonctionnement du cerveau, par exemple, avec des troubles de la concentration, des problèmes de mémoire. Et comme je dis toujours, le reste, je ne m'en souviens pas. Donc, ça fait 20 ans que je suis malade. Je suis tombé malade en 2004. Et voilà, et à l'époque, on m'a dit, monsieur, la vie normale, le sport, c'est fini. Et puis, je crois qu'on va en reparler un petit peu, parce qu'on peut dire que le sport, c'est pas complètement fini. Eh bien, pouvez-vous nous raconter votre parcours sportif? Un parcours qui vous a d'ailleurs valu d'obtenir en 2023 la médaille de l'Ordre national du mérite. Alors, parcours sportif et parcours associatif. Tout à fait, voilà. En fin de compte, ça fait plus de 20 ans que je fais de l'associatif autour des gens qui ont des maladies chroniques et du système de santé. Alors, sur la partie sport, alors ça n'a pas très bien commencé, parce que quand on m'a dit, monsieur, le sport, c'est fini en 2004, moi, j'ai complètement arrêté le sport. Et j'ai repris le sport qu'en 2016, en préparant un projet sportif d'envergure pour faire Paris-Marseille en kayak. Donc oui, c'est possible, parce que tout connecte entre les rivières, les canaux, et puis pour rejoindre aussi les fleuves et puis la Méditerranée. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai repris le sport en 2016 pour me préparer sur ce projet-là, parce que j'ai été obligé d'arrêter de travailler en 2017. Et donc ça a commencé par du kayak, et puis ça a continué avec du kayak aussi pour aller dans l'Arctique, où j'ai monté une expédition handi valide. Alors le sport, donc moi je suis en situation de handicap, donc je me sers principalement du haut du corps. Et en fin de compte, l'intérêt du sport pour moi, c'est de le pratiquer tous ensemble. On en reparlera sûrement après. Et donc ça a été, après le Paris-Marseille, c'était une expédition dans l'Arctique en kayak aussi. On était 4 personnes en situation de handicap et le reste de l'équipe était valide. Et puis après, je me suis lancé dans les triathlons. Triathlon longue distance, donc sur des distances semi-Ironman, puis Ironman. Donc un Ironman, c'est un triathlon où on nage 3 km 8 de natation, donc pour moi qu'avec les bras. Après ça, on fait 180 km de vélo, ou alors pour les personnes en situation de handicap qui ont des difficultés dans les jambes, eh ben on fait ça, ce qu'on appelle un handbike, donc c'est-à-dire qu'on pédale avec les bras, avec les épaules. Et puis après ça, pour partir course à pied, ben c'est sur ce qu'on appelle des fauteuils d'athlétisme, où là, on fait un marathon. Et donc, après avoir fait un semi-Ironman et un Ironman, et que les deux soient bien passés, on a décidé avec un de mes médecins, qui m'accompagne sur la plupart de mes défis, un neurologue, donc qui traite ce genre de pathologie, de maladies, et on a décidé d'essayer de faire le plus grand enchaînement pour une personne en situation de handicap, le plus grand enchaînement jamais réalisé. Donc, on a fait 5 semi-Ironman en 5 jours. Donc, chaque jour, on partait pour nos 1,9 km de natation le matin, pour le suivi de nos 90 km de vélo. Lui était en vélo, moi en bike. Et puis aussi, on finissait par un semi-marathon, 21 km, lui en courant, moi en fauteuil. Et autour de nous, il y avait tout un collectif de personnes. On en reparlera aussi un peu après sur ce travail tous ensemble. Et donc après les triathlons, on s'est amusé à faire un petit défi aussi. On a fait organisé une course solidaire pendant 24 heures. Donc lui courait, moi j'étais en fauteuil, donc on a fait 155 km sur 24 heures. Et pareil, des gens se relayaient à côté de nous pendant ce temps-là, des gens en situation de handicap et des gens valides. Et pour finir sur l'aspect sportif, cette année, j'ai participé à différentes épreuves de la Coupe du Monde et championnat d'Europe et championnat du monde de nage en eau glacée. Donc ce qu'on appelle de l'eau glacée, c'est de l'eau qui est en dessous de 5 degrés, souvent aux alentours de 0 degré. Et donc, je finis la saison avec un titre de vice-champion d'Europe sur le 250 mètres, une 3e place sur le 50 mètres, une 4e sur le 100 mètres, et puis au niveau des mondiaux,
Et 4 médailles d'or, 4 titres sur 25, 50, 100 et 200 mètres. Tout ça dans l'eau glacée, comme ça permet de garder les idées fraîches. Bravo. Voilà. Et bien J'ai une justement, question. Ah, pardon. Est-ce que vous avez une préférence entre le handbike et le fauteuil lors de l'Ironman? Alors, c'est une bonne question. Le handbike est physiquement moins dur. Le fauteuil, en fin de compte, on est dans une position où on a vraiment le ventre couché sur les jambes. Les jambes, elles sont toutes les deux accrochées sous le fauteuil. Donc, c'est une position qui est très exigeante. Et quand on passe 4-5 heures dessus, physiquement, ça rajoute des douleurs. C'est pas évident. Et pour la petite anecdote, à la moitié du marathon, là, je fais un ravitaillement. Il y a le kiné qui est là, qui me dit sors du fauteuil pour que je t'étire les jambes, là, qui étaient complètement kilosées et pas en très bon état. Et je lui dis écoute, c'est simple, si je sors du fauteuil, je ne rentre pas. Donc, t'occupe pas de mes jambes. Pendant que je mange une pâte de fruits pour recharger en sucre, masse-moi les épaules si tu veux, mais je ne remonterai pas dedans si j'en sors. et alors justement, quelles sont les qualités requises pour pratiquer, comme vous le faites, des activités physiques extrêmes? Alors, vous l'avez vu, j'ai pas un physique façon Tony Estanguet ou Florent Manodou. Je suis pas taillé super athlète. Mental. Le principal, ce qui me permet d'aller au bout de ces défis et d'emmener tout le monde au bout de ces défis, quelle que soit la distance que chacun fait, parce qu'on part ensemble, on arrive ensemble et puis des gens nous rejoignent au fur et à mesure. C'est vraiment le cerveau, parce que sur 21 heures d'effort ou sur 24 heures d'effort de fauteuil et course à pied, c'est vraiment le cerveau qui de temps en temps nous dit arrête-toi. Et en fin de compte, on lui dit ok, je t'entends, c'est dur, mais on continue, quoi. Et ça, on lâche pas. Et c'est pareil pour rentrer dans l'eau froide. Je suis comme tout le monde. Mon cerveau, il me dit t'es fou. Attends, c'est de l'eau froide, c'est de l'eau glacée. Le froid, c'est dangereux. Attention à toi et tout. Et en fin de compte, je dis ok, j'entends ce que tu dis et je vais rentrer dans l'eau glacée. Et je vais accepter. Ça, c'est vraiment super important. J'accepte les douleurs. J'accepte le froid. Je dis pas à mon cerveau non, elle est pas froide, parce que mon cerveau, il va se dire tu te fous de moi. Elle est glacée, la flotte. Donc on ne peut pas mentir à son cerveau. De temps en temps, lui essaye de nous balader, mais nous, on ne peut pas lui mentir. Donc juste, ok, j'accepte mon handicap, j'accepte les douleurs, elles sont là, j'essaye de me concentrer sur autre chose, j'accepte le froid qui envahit mon corps, je reste vigilant pour ne pas avoir de problème de sécurité, mais j'accepte les choses et c'est uniquement le cerveau qui permet de faire ça. Et ça se travaille, autant que le physique, si ce n'est plus. On aura une question là-dessus, justement. Alors, quelles valeurs avez-vous développées grâce à votre parcours sportif? Alors, plusieurs choses. Bien sûr, des valeurs de résilience, c'est-à-dire ma capacité à rebondir, à apprendre à vivre avec ma maladie, apprendre à demander de l'aide quand j'en ai besoin, et puis à apprendre, alors je dis toujours, plutôt que de ramer contre la maladie, apprendre à pagayer avec. Et donc vraiment cette valeur de résilience. La deuxième chose que je citerai, c'est les valeurs humaines. Donc moi, j'ai créé une association qui s'appelle Aventure Ustive, HU pour humaine et Steve pour sportive. Et le HU de humain, qui est en premier, c'est le plus important. Et donc, c'est vraiment les valeurs humaines d'entraide, de solidarité. Et l'objectif de l'association aujourd'hui, c'est vraiment d'aider les personnes qui ont des ruptures dans leur vie, des difficultés, maladies, handicaps, ainsi de suite, ou autres, de les aider à rebondir. Et donc, ces valeurs de solidarité, d'entraide, de partage, c'est vraiment ce qui me motive aujourd'hui et ce qui me permet de faire tout ça, quoi. Et alors, quel bienfait au quotidien vous procure la pratique sportive? Alors, il y a deux choses. Je vais séparer le physique et le mental. Physiquement, je suis sur une maladie qui est dégénérative, donc qui va évoluer au fur et à mesure. Et donc, plus je travaille le physique, plus je vais garder mes fonctions le plus longtemps possible. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, mentalement, c'est plusieurs choses. Déjà, ça m'a appris à être dans l'instant présent, parce que quand on est dans l'eau à 0 degré, notre cerveau, il n'est pas en train de penser à autre chose, il est en train de se concentrer pour bien gérer ça. Donc, le yoga aussi que je pratique tous les matins, 1 heure tous les matins, m'aide à être centré sur l'instant présent. Ça apprend à pas trop me projeter aussi. Je ne sais pas si demain matin, je vais pouvoir me lever de mon lit. Voilà, je ne sais pas si mes jambes, elles fonctionneront ou pas. Donc, je ne me projette pas, je ne réfléchis pas à demain, je profite de l'instant présent. Et puis, de faire du sport, on sécrète plein d'hormones positives qui aident à lutter contre le stress, contre la fatigue, contre toutes les difficultés qu'on peut avoir dans la vie courante aussi, même quand on n'est pas malade. Et donc, le sport apporte énormément de bénéfices. Alors, on n'est pas obligé de faire des choses aussi engagées que ce que je fais, mais du sport qu'on appelle sport adapté, de l'activité physique, ça, ce sont des vrais sujets qui ont des bénéfices pour tout le monde. J'allais dire de 7 à 77 ans, comme Tintin, pour ceux qui connaissent un peu Hergé. Mais à tout âge, une activité physique adaptée est importante. Alors justement, combien de temps consacrez-vous, que ce soit par jour ou par semaine,
à vos entraînements? Alors, c'est super variable parce que ça va dépendre des objectifs sportifs. C'est-à-dire que je vais avoir du travail de fond. Là, je suis en récupération des mondiaux. Donc là, je vais me faire mon heure de yoga tous les jours et je vais alterner soit de l'immersion en eau glacée et puis natation, on va dire 3 fois par semaine, pas plus, parce que vraiment, et sport tranquille, plaisir. Voilà. Après, quand je suis en phase de préparation intensive, et ben là, ça va être plusieurs heures par jour, en gardant toujours une journée off par semaine pour laisser le corps se reposer. Et puis, il y a quelque chose d'important, c'est en général, je me fais un planning. Donc, si j'ai dit que j'allais faire du sport aujourd'hui, je vais en faire. Par contre, si, de par ma pathologie ou plein d'autres raisons, je suis fatigué, je suis moins bien, je vais en faire, mais je vais adapter la charge physique en fonction de mon état de santé. Et ça, c'est un truc important. Dans le sport, c'est très important d'être respectueux de son corps aussi. Et donc je vais adapter. Donc, ça peut aller de quelques heures par semaine, on va dire 5-6 heures par semaine, à des charges. Quand j'étais en préparation de l'enchaînement des 5 semi-Ironman, j'étais monté à des 25-30 heures de sport dans la semaine, quoi. Ah oui, quand même. Et bien justement, comment vous préparez-vous physiquement et mentalement avant un nouveau challenge sportif? Donc physiquement, plan d'entraînement. Si on prend le triathlon qui est très exigeant parce qu'on a 3 disciplines à préparer, donc j'alterne les séances entre natation, fauteuil pour la course à pied et vélo handbike. Donc on va prendre l'exemple du triathlon. Donc je fais par exemple une journée, une des pratiques sportives. Et puis, il y a certains jours où je vais faire des enchaînements de 2 pratiques sportives. Par exemple, pour l'enchaînement des 5 semi-Ironman en 5 jours, mon pic de préparation, ça a été pendant 6 jours d'affilée où j'ai fait, par exemple, 6 fois à 6 heures du matin de la natation, où je suis allé chercher un bon 2 km en natation. Après, quelques jours de repos. Après, j'ai fait pareil sur le handbike en allant chercher des 70-80 km pendant une semaine. Et puis après ça, repos. Et puis après ça, j'ai fait pareil sur la partie course à pied fauteuil où je faisais 21 km par jour, en moyenne, une vingtaine de kilomètres par jour, pendant une semaine. Et puis après, j'ai enchaîné 3 mini-triathlons sur 3 jours d'affilée pour habituer mon corps à prendre cette charge-là, quoi. Voilà, donc là, ça a été vraiment 1, 2, 3, 4 semaines intensives où j'envoyais minimum 2 heures de sport jusqu'à 4 heures de sport par jour et les enchaînements et tout. Et à ça, c'était pour le physique, pardon, j'ai pas répondu au plus important. Et le mental. Pour le coup, le mental, parce que le mental, c'est, je dis toujours, c'est au moins 2 tiers de la préparation. Et donc le mental, comment est-ce qu'on le prépare? Alors, il y a des techniques qui existent, hein. Moi, j'utilise des techniques qui sont issues de l'armée dans les années 90, qui ont été développées pour les troupes d'élite, qui s'appellent les techniques d'optimisation du potentiel. On apprend à optimiser son potentiel. Donc, on travaille sur la gestion de ses émotions, on travaille sur la fatigue. Donc, j'ai appris à faire des siestes en 20 minutes et des recharges express en 3 minutes pour les gros coups de fatigue. Et ça se travaille tous les jours. Apprendre à gérer sa respiration. Parce qu'avec les respirations, je peux soit activer mon cardio et si j'ai un coup de fatigue, au contraire, me dynamiser tout ça. Ou à l'inverse, avant de rentrer dans l'eau froide, je vais venir redescendre mon cœur. L'idée, c'est d'être toujours au bon niveau d'activation par rapport à ce qu'on a à faire. Et donc ça, le mental, je le travaille beaucoup aussi à travers le yoga, la respiration, tout ça. C'est 50% de ma préparation. Et donc, est-ce qu'à l'avenir, vous avez des objectifs sportifs précis? Alors, cette année, c'est les 20 ans de ma maladie. Et donc, j'ai dit, pour marquer les 20 ans de ma maladie, j'allais faire 20 épreuves en eau glacée. Et donc j'en ai fait sur les différents championnats, j'en ai déjà fait 14-15 là. Et donc, pour la fin de l'année, au mois de décembre, on va monter une petite épreuve, un petit défi sportif avec justement un de mes médecins et puis d'autres sportifs. On va essayer d'aller nager pour chacun la plus longue distance possible en eau glacée, donc dans un lac en altitude dans les Alpes. Et on verra que la distance on peut faire. Et en parallèle, il y a des personnes dans des centres de rééducation qui vont, pendant qu'on sera dans les Alpes, dans l'eau glacée, qui vont faire des relais en piscine, en centre de rééducation, pour se motiver, pour se fixer un objectif. Donc ça va être une fois de plus un défi solidaire et en groupe, chacun à sa façon. Super. Et alors, tournons-nous un peu vers le passé maintenant. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre meilleur souvenir en tant que sportif ? Mon meilleur souvenir, alors quand j'ai une question, souvent j'aime bien la changer, alors je vais dire ça va être 2 meilleurs souvenirs. Le premier que je vais citer, c'est quand on a fait notre Ironman et qu'on est arrivé au Mont-Saint-Michel, au soleil couchant, après 21 heures de course difficile pour chacun d'entre nous, c'est long. On est arrivés tous ensemble, Andy, Valide, certains en joëlette, certains en fauteuil, certains en courant, certains en vélo,
certains handbikes. Enfin voilà, c'était juste incroyable. On est tous arrivés au soleil couchant après 21h. Et le fait d'être tous ensemble, de passer cette ligne d'arrivée au pied du Mont-Saint-Michel, c'était juste magique. Donc ça, c'est le premier que je citerai parce qu'il est collectif et que j'aime le collectif, j'aime le sport en groupe. Et le deuxième que je citerai, c'est récent sur les championnats du monde, d'avoir la Marseillaise quand on est sur la première place d'un podium sur une compétition internationale. C'est juste incroyable d'avoir tous les francophones dans la salle qui hurlent la Marseillaise. Et pareil pour moi sur le podium, c'était juste... jamais j'aurais pensé que c'était possible et c'est un moment d'émotion incroyable pour moi, ça. On imagine. Et actuellement, en dehors de vos pratiques sportives, quelles sont vos passions, vos centres d'intérêt? Alors, donc en dehors du sport, parce qu'il n'y a pas que le sport dans la vie, je suis très investi au niveau associatif, et entre autres très investi dans tout ce qui concerne la santé. Je suis cofondateur d'un département universitaire qui s'appelle le département universitaire des patients sur l'université de Grenoble. Et donc l'idée, c'est d'accompagner les patients sur comment s'investir dans le système de santé, c'est de les former pour mieux travailler avec les médecins, c'est aussi de former le corps médical sur comment mieux interagir avec des patients et de participer à ce qu'on appelle des groupes d'éducation thérapeutique des patients pour leur donner des ressources pour gérer leur maladie. Donc ça occupe une partie de mon temps. Et puis sinon, ce que j'aime bien, c'est prendre du temps avec ma famille, être dans la nature et passer des bons moments avec des amis. Alors, cette semaine, nous vivons un temps fort dans notre lycée, la semaine de l'égalité. Selon vous, le sport parvient-il à être un vecteur d'égalité et d'inclusion ? Alors, je pense que le sport est un outil absolument fabuleux pour tout ce qui est le collectif, pour faire des choses tous ensemble. Dans le sport, on est tous en t-shirt, on mouille tous le t-shirt. Et je crois qu'il n'y a pas meilleur laboratoire, on va dire, pour le tous ensemble. Pour l'égalité, pour l'équité aussi, parce que c'est important, on parle souvent d'égalité. Moi, j'aime bien parler d'équité de traitement, que tout le monde, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa religion, quel que soit, qu'on soit homme, femme, quel que soit, n'importe quel axe, je pense que ce qui est important, c'est l'équité de traitement. Et dans le sport, on se retrouve tous ensemble, avec tous un objectif, de donner le meilleur d'entre nous. Le sport collectif, faire des choses en groupe, j'aime beaucoup. Il y a un des spécialistes de la résilience, Boris Cyrulnik, qui a écrit un petit bouquin que je vous recommande, qui s'appelle « J'aime le sport de petit niveau ». Et donc ce qu'il dit, c'est pas uniquement le sport pour la compétition sportive, c'est-à-dire que le sport, c'est pas forcément une finalité. Le sport, c'est quoi? C'est les valeurs qu'il véhicule, c'est le fait qu'on soit tous ensemble. Et donc je pense que oui, le sport, il le dit, et tous les spécialistes le disent, et on le vit, nous, avec Aventure Steve en permanence. C'est fabuleux. Alors, vous citez Boris Cyrulnik. Moi, je vais citer maintenant Cécile Hernandez, championne paralympique en 2022 en snowboard cross. Elle nous dit « Nous ne sommes pas des handicapés qui pratiquent un sport, mais des sportifs qui ont un handicap ». Que vous inspire cette citation? Déjà, Cécile, si tu nous écoutes, je te fais une bise. C'est une super sportive assez incroyable et qui tient dans le temps en plus, donc beaucoup d'admiration pour elle. En fin de compte, ce que j'aime bien dire, moi, c'est il y a toujours une phrase que je dis, c'est un handicapé, c'est un valide qui s'ignore, et un valide, c'est un handicapé qui s'ignore. Je pense qu'on est tous l'handicapé de quelqu'un et tous le valide de quelqu'un. Je pense que ce qui est important, c'est de décloisonner ce monde handi d'un côté, valide de l'autre. C'est le tous ensemble, moi, qui m'apporte, parce que le tous ensemble, on peut faire des choses incroyables. Et on l'a vécu dans toutes nos aventures, hein, mentalement. Il y en a où on pensait qu'ils ne tiendraient pas le coup, ils ont tenu le coup, mieux que d'autres où on pensait qu'ils tiendraient le coup, ainsi de suite. Voilà, donc c'est ça qui est important, c'est le tous ensemble et de casser les barrières. Alors, allons plus loin, du coup. Quel conseil pourriez-vous donner, quel message pourriez-vous transmettre à une personne en situation de handicap, et je m'inclus dedans, qui aimerait pratiquer un sport avec des valides ou un handisport, mais qui n'ose pas encore se lancer? Alors, souvent les gens ils me demandent quel sport est-ce qu'il faut que je fasse. Et ma réponse elle est simple, c'est plaisir, qu'est-ce que t'aimes? Si on veut faire un sport et si on veut intégrer un club, si on veut faire quelque chose, c'est être vraiment sur quelque chose qui nous fait plaisir. Je veux dire, si on aime être dans l'eau, rejoindre un club de natation. Et d'annoncer au club, il n'y a pas de souci, je me gère. Moi, quand je rentre dans l'eau, oui, c'est parfois pas toujours simple, mais je me gère, je me débrouille et je suis autonome. Et puis à l'inverse, j'ai un exemple concret, Ludivine Blanc, grande championne française de natation en eau glacée et d'autres épreuves de natation. Sur une des compétitions à Tallinn,
Ludivine, elle sortait de sa compétition, elle avait eu froid, elle tremblait encore, elle n'était pas réchauffée. Puis moi, j'avais pas personne qui devait m'aider à sortir de l'eau. Donc je vais voir un de ses amis qui était là. Et je lui dis, tiens, tu peux m'aider à sortir de l'eau. Et puis il passait juste après. Donc il pouvait pas. Et Ludivine me dit, je viens. Je dis, mais attends, tu es encore en train de trembler, tu vas pas venir, quoi. Et puis à la sortie de l'eau au bassin, il y avait Ludivine qui était là, grande championne qui vient me sortir. Moi, petit champion, voilà, tout récent. Et voilà. Et c'est ça, c'est l'entraide, c'est tout ça. Et c'est ça que vous allez retrouver, cet aspect plaisir du tous ensemble. Et de bien dire au club que vous rejoignez, ben voilà, j'ai envie d'être avec les valides si je suis en situation de handicap, de ne pas être cantonné dans un coin où on s'occupe du pauvre petit handicapé ou quoi que ce soit. Non, parfois c'est le petit handicapé qui s'occupe du pauvre valide qui a du mal. C'est du tous ensemble, c'est plaisir, 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 plaisir. Entendu. Alors, avant de passer à la dernière question, j'avais une... Oula. Avant de passer à la dernière question, j'avais une autre question. Tout à l'heure, vous nous avez dit que pour votre 20e année en tant que personne en situation de handicap, vous voulez faire 20 épreuves. Est-ce que ces 20 épreuves, c'est en kayak ou un peu de tout? Non, en eau glacée et en nage. Ok. Donc ça va vraiment être en natation et l'idée c'est d'embarquer des gens avec nous. Alors parfois sur des choses moins extrêmes pour eux, mais en tout cas c'est de faire goûter les bienfaits de l'eau glacée à un certain nombre de personnes. D'accord. Et du coup, pour la dernière question, Géraud, que pouvez-nous vous souhaiter? Que pouvons-nous vous Que souhaiter? pouvons-nous vous souhaiter? Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? De continuer à pouvoir faire plein de défis en collectif pendant le plus grand nombre d'années possible et de vivre des moments très très forts comme ça avec tout le collectif avec qui on fait des choses. Voilà. Eh ben, on vous souhaite Merci. ces grands moments de fraternité. Merci beaucoup. Merci, merci à tous. Merci beaucoup Jérôme Payot d'avoir pu être là et à bientôt pour les prochains podcasts.